Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez un libre journal de Jean Ferré assisté de Marie Vonne, document d'archives du 12 mai 2003, rediffusé dimanche 20 mars 2011 dans la nuit de 2h à 5h. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Bonsoir aux auditeurs qui nous écoutent en direct ce lundi soir. Un salut très amical par avance à ceux qui nous recevront cette nuit de 2h à 5h pour la première rediffusion et demain matin de 7h30 à 10h30 pour la seconde rediffusion. J'ai le très grand bonheur de vous dire que dans le studio, en allant dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire de gauche à droite, dans le bon sens, Marie Vonne, que vous venez d'entendre, Jacques Dupaquier, de l'Institut, Henri Amouroux, de l'Institut, Jacques Herz, professeur honoraire à la Sorbonne, Jean Sévilla, journaliste, critique littéraire et historien. Cette émission, qui n'a qu'un seul sujet pendant 3 heures, est intitulée « L'extraordinaire importance de l'historiquement correct ». Pourquoi ? Parce que Jean Sévilla, qui nous avait déjà donné un livre qui fit beaucoup de bruit et qui s'intitulait « Le terrorisme intellectuel de 1945 à nos jours », Jean Sévilla vient de publier un livre historiquement correct. Et cette expression, ce titre, peut être l'objet d'une réflexion que nous allons tenter ce soir et devenir une expression extrêmement importante, comparable au politiquement correct. Pourquoi a-t-il écrit ce livre historiquement correct ? Parce qu'il a pris quelques exemples qui vont des croisades jusqu'à l'époque contemporaine. Il a pris quelques exemples, il en a pris 18 époques, et il a comparé la réalité à ce qu'on racontait. C'est pas la même chose du tout. Messieurs, si je vous ai prié, les deux académiciens Jacques Herz, c'est parce que vous êtes renommés dans vos spécialités et que dans chacune de vos spécialités, vous avez été confrontés à l'historiquement correct. Ce que vous avez écrit est historiquement vrai, mais peut-être n'avez-vous pas, à chaque paragraphe, mis en parallèle ce qui était historiquement correct pour ridiculiser cette campagne que nous subissons peut-être depuis des siècles, de donner une thèse historiquement correcte. Avant donc de vous passer la parole à chacun de vous pour vous demander, dans les époques qui sont vos spécialités, ce qu'est l'historiquement correct et la différence fondamentale qui existe entre l'historiquement correct et l'historiquement vrai, je voudrais demander à l'auteur du livre, Jean Sévilla, je rappelle que le livre historiquement correct est publié aux éditions Perrin, je voudrais demander à Jean Sévilla comment cette idée lui est venue et quelle a été sa préoccupation à partir de l'instant où l'idée lui est venue. Ce livre est une continuation, d'une certaine manière, de mon essai paru il y a 3 ans sur le terrorisme intellectuel. L'histoire est un des champs du terrorisme intellectuel, c'est-à-dire qu'on peut faire dire à l'histoire ce que l'on veut, on peut biaiser l'histoire à partir du moment où on veut avoir un regard politique ou idéologique sur le passé et non pas un regard de vérité.
Dans mes recherches sur mon essai, quand je rédigeais mon essai sur le terrorisme intellectuel, qui était d'ailleurs un sujet d'histoire contemporaine, je me suis heurté, j'étais confronté en permanence à des sujets historiques et à l'instrumentalisation, je dirais, du passé dans le débat public. Des images du passé sont aujourd'hui utilisées à des fins politiques ou idéologiques. D'où cette idée de ce livre qui est au fond, l'historiquement correct, c'est un terrorisme intellectuel en remontant dans le temps. Voilà. Donc j'ai procédé par une sélection de thèmes. Être exhaustif était impossible, et puis ma compétence n'est pas universelle. J'ai donc choisi ce qui m'a semblé être le plus important, ce qui était le plus récurrent, ce qui revient le plus souvent dans le débat d'idées. Quels sont les thèmes qui sont aujourd'hui les plus utilisés, les thèmes historiques qui sont le plus utilisés dans le débat d'idées contemporain à des fins politiques et idéologiques. Et à partir de cela, j'ai bâti ce chapitre, j'ai travaillé. Et j'ai surtout, puisque c'est mon but, je suis historien, vous l'avez dit, pour certaines périodes, mais aucun historien n'est spécialiste de tout. Ah si, les historiquement corrects sont spécialistes de tout, il leur suffit de répéter ce qu'ils doivent répéter. Mais les gens qui ont le vrai souci de l'histoire ne prétendent pas tout savoir, et donc mon travail, mon rôle dans ce livre a été de lire les vrais spécialistes et de les faire parler. Donc je donne la parole aux chercheurs, aux gens qui vont aux sources, qui vont dans les archives, qui vont voir les témoins quand il s'agit de la période contemporaine. Dans ce livre, je cite à peu près 150 historiens vivants, voilà, et plus les historiens qui ne sont plus là. Donc c'est un travail de mise en perspective, un travail de synthèse. Le grand public, le vaste public n'a pas toujours le temps de lire bien tout ce qui paraît, c'est évident, moi non plus d'ailleurs, mais mes fonctions de critique dans un grand magazine font que je lis beaucoup de livres d'histoire depuis beaucoup d'années, donc on finit par voir les orientations générales de la production éditoriale. Et donc voilà, j'ai voulu faire ce travail de synthèse, j'ai voulu offrir aussi un élément de résistance intellectuelle au public qui sent bien qu'on lui ment, mais qui n'a pas toujours les éléments de réponse. Ce livre veut lui fournir des éléments de réponse. Merci Jean Sévilla. Donc entrons dans l'historiquement correct. Faisons-le, si vous en êtes d'accord messieurs, par ordre chronologique, c'est-à-dire que je donne la parole à celui qui va traiter le sujet le plus ancien, qui est Jacques Herse. Pouvez-vous choisir, exemple, les croisades ou les rois catholiques ou ces époques-là qui sont vos spécialités. Pouvez-vous choisir un exemple d'historiquement correct, c'est-à-dire la différence entre la vérité et ce qu'on nous a raconté. Et ensuite, je passerai la parole à Jacques Dupaquet, qui nous parlera d'une époque qui se rapproche de la nôtre, et Henri Amouroux, qui nous parlera de l'époque contemporaine. Et je le ferai volontiers, vous remerciant d'abord, Jean Ferré, de m'avoir invité aujourd'hui, et disant, pour commencer, tout le plaisir que j'ai eu à savoir que ce livre sortait, n'est-ce pas? J'avais apprécié, monsieur, votre premier livre, et là, je trouve qu'il est très utile, très important, qu'un ouvrage, j'espère, très certainement de grande diffusion, fasse connaître ce que, vous l'avez dit vous-même, beaucoup d'entre nous essayons, mais pour des périodes très limitées, dans des cas très précis, il faut vraiment qu'un public le plus large possible prenne conscience de l'énormité du phénomène. Ceci dit, si vous permettez, avant de prendre un ou deux exemples, je voudrais quand même faire quelques réflexions. Cet historiquement correct est inévitable. Il a toujours existé, il remonte, dirait l'un de nos auteurs préférés, à l'Antiquité, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un gouvernement ne s'en serve pas. Tous s'en sont servis à tous les moments, et c'est comme cela qu'il est né. Il faut dire que c'est tentant. C'est tentant, il trouve nécessaire, tellement l'histoire peut être utilisée. Vous me renvoyez de temps en temps à ma période, je vais prendre des exemples, n'est-ce pas? C'est très simple. Nous disons, la République a existé un moment, une voix de majorité. Par conséquent, il faut la justifier et montrer comme c'était moche avant. D'où la critique de l'Ancien Régime, ça n'a pas manqué. Et toute l'admiration que l'on puisse avoir, j'en suis,
Pour les rois de France, ils ont fait pareil. Lorsque j'étais enfant, et beaucoup plus tard, lorsque j'ai enseigné, je parlais encore des seigneurs brigands. N'est-ce pas ? Vous avez connu les seigneurs brigands. C'était très vilain, ça, les seigneurs brigands. Il y en a qui avaient du mal à monter à cheval, même. Enfin, ça, c'est une autre chose. Et pourquoi parlait-on des seigneurs brigands du temps des rois ? C'est parce que le gouvernement centralisateur, n'est-ce pas, voulait substituer à un impôt relativement léger un impôt de plus en plus fort. C'est comme ça que ça marchait. Et je crois que voilà les exemples, que les gouvernements ne peuvent pas faire autrement. Et puis alors, c'est aussi une façon, ça je crois qu'il faut bien le considérer, pour faire supporter certaines choses. Vraiment, vous y avez fait allusion tout à l'heure, Monsieur Jean Ferré, et je vous suis tout de suite. La misère des paysans, n'est-ce pas ? C'est vous, Monsieur, pardon. La misère des paysans. On vient nous dire, vous vous rendez compte le culot qu'il faut avoir à l'époque actuelle pour nous parler des paysans qui sont écrasés d'impôts. Mais c'est invraisemblable. L'impôt médiéval était infiniment faible par rapport aux nôtres. On ne peut pas dire le contraire, c'était absolument sûr. D'ailleurs, on fait rentrer dans l'impôt n'importe quoi. Alors, on vous parle naturellement des péages. Allez prendre l'autoroute. Passez le pont de Tancarville. Vous verrez ce qu'il en est. Et de quel péage. Et puis, alors, il y a des choses étonnantes parce que quand même, moi, je n'arrive pas à comprendre. Et là, je vais déborder parce que le Moyen-Âge n'a pas trop connu ça. Mais si vous le permettez, je rectifie un peu mon plan. Avant de vous demander chacun un exemple dans votre période, je voudrais demander à chacun de vous une réflexion sur l'historiquement correct. Et ensuite, lorsque le tour de table sera fait sur l'historiquement correct, vous viendrez chacun dans votre période. Donc, s'il vous plaît, terminez sur la notion générale d'historiquement correct et je vous interrogerai tous les trois là-dessus. Eh bien, la notion d'historiquement correct, elle est, n'est-ce pas, une idée qui est forcément incluse dans un programme politique. On ne peut pas avoir un programme politique sans se servir de tous les moyens possibles et imaginables. Lorsque l'on veut instaurer un gouvernement fort. Et c'est ce qui s'est produit à toutes les époques. Bien, je vous remercie. Henri Amouroux, l'historiquement correct. Oui, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi l'historiquement correct. Pourquoi ? D'abord, je pense que c'est une preuve de faiblesse de caractère. Je ne dirais pas lâcheté, de faiblesse de caractère. Lorsqu'on est historiquement correct, on sait qu'on est avec la foule et qu'on parlera de vous ailleurs. Ceux qui ne sont pas historiquement corrects se privent des médias aujourd'hui. Le problème est le problème des médias, du retentissement de ce que vous écrivez. C'est très difficile, lorsque vous n'êtes pas historiquement correct, de percer la carapace des médias, d'arriver à ce que l'on parle de vous. Et notamment avec cet instrument fabuleux qui s'appelle la télévision, qui est devenu de plus en plus historiquement correct et de plus en plus réductrice. Avant, ça ne remonte pas à la nuit des temps, il y avait les débats de l'écran, les dossiers de l'écran. Les dossiers de l'écran, je participais à plusieurs, permettaient une discussion. Les gens n'étaient pas d'accord, ils disaient non, ils disaient oui, ils s'attrapaient, ils se disputaient, bon, mais il y avait un débat. Or, et j'ai participé dans l'indifférence totale de la chaîne qui ne répond pas, car les chaînes de télévision, les journaux répondent assez, puis publient un courrier des lecteurs. Mais les chaînes de télévision ne répondent pas. Elles s'en fichent. Ce sont d'énormes bateaux qui écrasent tous les petits bateaux de pêche qui peuvent venir contre leur coque. Donc, il y a eu l'autre jour, il y a quelques semaines de cela, ou quelques mois de cela, le film sur Jean Moulin. Il y avait des choses absolument fausses, des accusations contre Bénouville absolument fausses, en tout cas qui méritaient un débat. Or, il n'y a pas eu de débat. Il n'y a pas eu de débat parce que le débat gêne. Et puis le débat tombe à des heures mauvaises et qu'il y a l'importance de l'audimat, de la publicité, si bien qu'on vous révèle la vérité, et c'est la vérité. Il y a eu un film abominable, scandaleux, sur Monsieur Joseph. Monsieur Joseph, qui était interprété par un nain, qui est certes un très bon acteur. Le film faisait d'une fripouille, car Monsieur Joseph Joanovici était une fripouille, faisait d'une fripouille un grand libérateur de la France, un homme formidable, un héros qui, dès 1940, c'était dès juillet 40, avait au fond devancé l'appel du général de Gaulle. Tout cela a été archi faux,
Et c'était historiquement correct. Donc c'est le problème, nous sommes en face du problème des médias qui font que si vous n'êtes pas historiquement correct, vous ne percez pas le barrage des médias. C'est très difficile. Ou alors il faut, ce qui est de plus en plus vrai peut-être, et d'ailleurs dans le livre de Jean Sévillia, le premier livre, a eu un grand accueil du public, parce qu'il y a un besoin d'avoir en effet une sorte d'approche d'autre chose. Bon, j'ai écrit un livre qui s'appelait 40 millions de pétainistes, un certain nombre d'années. 40 millions de pétainistes, je mettais la date, c'est-à-dire l'été 40, l'automne 40, ça correspond à la réalité. Je n'ai reçu que 3 lettres de protestation, dont 2 commençaient ainsi: monsieur, je n'ai pas lu votre livre, mais bon, j'ai envoyé à ces 2 personnes, j'ai renvoyé mon livre, je dis après on discutera. Mais le problème le plus important, c'est le pourquoi. Moi, je considère, ce que disait M. Terre tout à l'heure, qu'il y a toujours eu l'historiquement correct. Sous toutes les époques, il y avait l'historiquement correct au bénéfice de la monarchie, au bénéfice de la Révolution française, il y a eu toujours l'historiquement correct. Il faut jamais oublier, on a célébré l'autre jour Alexandre Dumas comme un grand héros révolutionnaire, c'est une vaste blague. C'était le roi Louis-Philippe, il était le favori de roi, de la famille royale, lorsqu'on a eu l'idée d'envoyer Alexandre Dumas en Algérie, que la France venait de conquérir, il faut dire les mots comme ils sont, et de conquérir, il n'y avait pas beaucoup de Français, on a dit on va lui faire écrire un roman, et comme ça beaucoup de Français iront. Il a exigé d'y aller avec un bateau de guerre. Donc le gouvernement de Louis-Philippe a donné un bateau de guerre à Alexandre Dumas, à son fils, à un maquet, et puis à un peintre, boulanger, pour qu'il aille en Algérie se balader. Il est même allé, ce qui est tout à fait scandaleux, il est même allé en Tunisie, alors que la Tunisie n'était pas protectorat français. Il est allé en Tunisie avec un bateau de guerre français, comme ça, parce que ça lui faisait plaisir. Donc il y a eu toujours un politiquement correct au service des régimes quels qu'ils soient. Mais c'est certainement de plus en plus violent dans la mesure où les médias sont des médias agressifs qui vous délivrent leur vérité, et à la télévision, qui est le média. Vous avez 7 millions de téléspectateurs qui ont entendu et vu des choses fausses, et vous ne pouvez pas obtenir un iota de rectification. Je cite un exemple très précis, qui n'a pas une grande importance historique. Dans ce film sur Jean Moulin, il y a une incrustation, 7 février 1942, Lyon, février 1942. Les Allemands sont arrivés à Lyon le 11 novembre 1942. J'ai dit au réalisateur, mais vous avez février 42, ils n'y sont pas. Le réalisateur s'en fout éperdument, ils ont travaillé 4 ans, et vous ne pouvez, même sur un fait comme cela, et les 7 millions d'auditeurs, ça n'a pas une grande importance si vous voulez, ça en a une quand même, parce que ça commande le reste du film, mais enfin, bref, les 7 millions d'auditeurs, ou 8 millions d'auditeurs, ont une vérité, que ce soit sur ça, sur Jeanne d'Arc, sur la Révolution, etc., ont une vérité qui est la vérité de la télévision. Avant, on disait c'est vrai, je l'ai lu dans le journal. Hein. Aujourd'hui, on dit c'est vrai, je l'ai vu à la télévision. Et ce n'est pas vrai. S'il y avait une lumière rouge, le génie, s'il y avait une lumière rouge qui s'allume, chaque fois qu'il y a j'allais dire autre chose, chaque fois qu'il y a une erreur à la télévision, mais fatalement, obligatoirement, et quand nous parlons, nous en faisons des erreurs, ça serait un arc-en-ciel, si j'ose dire, ça serait ça serait la Tour Eiffel, ça s'allumerait tout le temps. Bon, donc on a supprimé, en supprimant le droit de réponse, on assure par la télévision, car c'est le principal, la presse, il y a des rectificatifs, on arrive quelquefois à glisser quelque chose, enfin c'est plus compliqué. Et puis, celui qui écrit un article est souvent plus soucieux quand même. Oui. Bon, il peut faire un quart d'erreur, une moitié d'erreur, 3/4 d'erreur. C'est moins global quelquefois, encore qu'on peut s'en discuter, mais la télévision, c'est à 100% le code historiquement correct. Quel que soit le sens, ça peut être dans un sens, ça peut être dans l'autre, de toute façon, ça sera manichéen. En outre, il faut dire que la technique d'intervention, ou plutôt la technique de prise de propos à la télévision, a fabuleusement évolué. Vous parliez des dossiers de l'écran. J'ai été invité au dossier de l'écran dans un dossier extrêmement pointu sur les faux en art, et qui permettait de mettre en cause un certain nombre de grands conservateurs de musées, de grands marchands, de grands experts.
c'était en direct. Oui. Deux, il n'y a pas eu une seule conversation avant l'émission. Oui, bien sûr. Avant l'émission, nous avons pris un verre. Personne ne nous a dit il faut pas aller trop fort, il faut dire ceci, rien. Aujourd'hui, ça n'est pas en direct. On coupe tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui n'est pas historiquement correct. On change le reste, c'est monstrueux. Oui, oui, c'était en effet, vous avez raison, c'était les dossiers d'écran, c'était en direct, on arrivait, c'était en direct, bien sûr. Alors Jacques Dupaquier, l'historiquement correct, avant d'entrer dans l'historique. Premièrement, je crois que l'historiquement correct a une histoire. L'historiquement correct n'est pas de tous les temps. À mon avis, cette histoire est datée. Elle date de la Révolution française, car quand on a rejeté tout ce qui était avant la Révolution française et qu'on l'a diabolisé, on a créé l'historiquement correct. Alors c'était l'historiquement correct en négatif pour l'Ancien Régime et l'historiquement correct en positif pour ce qui suivait la Révolution. À mon avis, l'historiquement correct se pose aussi dans un contexte beaucoup plus vaste qui est l'idéologie du progrès. L'idéologie du progrès a animé le XVIIIe siècle et surtout le XIXe siècle, et puis une bonne moitié au moins du XXe. Chez les grands historiens, n'y croient pas. Et chez les grands historiens, on relève peu, effectivement, d'anachronisme dans le cadre de l'historiquement correct. Mais pour le reste, oui, aujourd'hui encore, c'est l'idéologie du progrès qui inspire les programmes et les manuels d'histoire. Et je pense que on va en parler plus en détail tout à l'heure, l'Ancien Régime et la Révolution. À mon avis, c'est là que se crée la coupure fondamentale. C'est là qu'il faut aller chercher la source de l'historiquement correct. Alors, oui, attendez, je voudrais vous poser une question. Est-ce qu'il n'y avait pas un historiquement correct sur les phénomènes religieux? Par exemple, je prends un exemple, je ne suis pas très compétent, mais dans l'affaire Calas, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas, si on reprenait, est-ce qu'il n'y a pas un historiquement correct à l'époque? Oui, Voltaire lui-même est à l'origine de l'idée de progrès, n'est-ce pas? C'est bien évidemment, c'est pas né d'un seul coup le 14 juillet 89, mais il n'y a pas un historiquement c'est l'idéologie des Lumières. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un historiquement correct de l'autre côté aussi? Oui, bien sûr. Oui, sûrement. Jean Sévillia. Ayant longuement travaillé sur la notion d'historiquement correct, puisque je viens d'écrire un livre sur la question, je crois qu'il faut distinguer deux choses. D'une part, il y a les erreurs historiques qui n'ont pas forcément une fonction idéologique et qui se véhiculent à travers le temps, qui peuvent se recopier. Et puis il y a ce que j'ai appelé l'historiquement correct, qui est autre chose, qui est une mise en perspective du passé ou une instrumentalisation du passé, comme on dit aujourd'hui, à des fins politiques ou idéologiques. Et cette utilisation idéologique du passé, on peut la dater, et je vais dans le sens de ce que vient de dire Jacques Dupaquier. Il y a à partir, en gros, du XVIIIe siècle, du siècle et à partir du mouvement des Lumières, il y a, pour des raisons d'idées, on décide de diaboliser, de jeter l'interdit ou de stigmatiser les temps antérieurs. Alors les Lumières, qui sont anti-catholiques pour aller vite, vont diaboliser le Moyen-Âge chrétien. Et puis vient la Révolution et on décide, pour justifier la Révolution, la période, le XIXe siècle, va lui stigmatiser, il faut justifier la révolution d'avoir eu lieu, et donc on va jeter l'interdit, on va chercher à noircir la période pré-révolutionnaire. Il y a comme ça, donc, dans l'historiquement correct, une succession, je dirais, une sédimentation de moments d'histoire des idées qu'on retrouve dans l'histoire. Alors il y a la période des Lumières, il y a la période du XIXe siècle, il y a la période marxiste. Le XXe siècle, à travers le marxisme, a beaucoup influencé l'histoire. Toute une génération d'historiens dans l'après-guerre ont été communistes et donc ont été marqués par cette idée à chercher dans l'histoire des explications socio-économiques. Et puis aujourd'hui, on a changé de paysage intellectuel et moral, et à partir des années 80, on est entré dans, je dirais, le droit de l'homisme, dans la négation ou
l'idée de patrie n'est plus politiquement correcte. Et là, on est dans le politiquement correct au sens contemporain du terme. Donc, l'historiquement correct, tel que je le définis, tel que j'ai essayé de le traduire dans ce livre, qui est un livre synthétique, là encore, mais c'est surtout cette idée du politiquement correct appliqué à l'histoire, c'est-à-dire vraiment on fait dire à l'histoire, on lui fait passer à travers elle, un message qui est un message politique ou idéologique pour aujourd'hui. Ça n'est pas tout à fait la même chose qu'une erreur politique, qu'une erreur qui se véhicule. Qu'une erreur recopiée. Maintenant, je crois tout à fait aussi que chaque période a d'une certaine manière sa mythologie politique, et c'est évident que les rois de France eux-mêmes, quand on parlait autrefois il y a eu le mythe de l'origine troyenne des Francs, par exemple, qui était un des grands mythes historiques de l'ancienne France, qui est une erreur historique, mais ça n'avait pas vraiment une fonction idéologique. Non. Voilà. Non. L'idéologie, c'est quand on cherche à faire concorder le réel avec des idées, alors que c'est le contraire. Les idées doivent concorder avec le réel. Il faut dire aussi que le formidable progrès dans les moyens de communication a augmenté les tentations. Ça, c'est sûr. Bien évidemment. Vous avez ça et les sondages. Il y a deux catastrophes, la télévision et les sondages. C'est un pays pratiquement fichu à travers ça. Ça. L'abaissement du niveau culturel aussi. Bien sûr. Vous écoutez Radio Courtoisie et nous sommes réunis à l'occasion de la publication d'un livre très important de Jean Sévillat, Historiquement correct, aux éditions Perrin, pour réfléchir à l'extraordinaire importance de l'historiquement correct. Vient d'être défini ce qu'était l'historiquement correct. Et maintenant, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, nous allons demander à 3 spécialistes 3 exemples d'historiquement correct. Je le prends par ordre chronologique de spécialité. Le plus ancien, c'est Jacques Herse. Alors que prenez-vous, les croisades Ou bien on pourrait prendre beaucoup d'exemples, mais je rejoins tout à fait ce que vient de dire à l'instant M. Sévillat, c'est qu'en effet la notion est complexe, n'est-ce pas? Ce peut être ou bien une volonté politique tout à fait pernicieuse, et celle-là, elle s'est manifestée. Et là, je suis un peu en désaccord avec M. Dupaquier parce que je maintiens que les rois de France, vis-à-vis de la féodalité, ont été aussi durs que la Révolution vis-à-vis de l'Ancien Régime. Ça, je le crois, n'est-ce pas? Mais ils ont été durs aussi, mais pas aussi durs. Non, durs aussi, vous avez raison, et avec d'autres moyens beaucoup plus faibles. Vous me sollicitez, M. Jean Ferré, pour prendre des exemples, ils sont innombrables. Je crois que, en ce qui concerne les croisades, prenons l'exemple. Prenons-le. Voilà. Tout le monde est d'accord pour ce sujet. Tout au moins, la seule que je connaisse très bien, en ce moment je suis en train d'en étudier d'autres, mais enfin je connais bien la première. Parce que comme toujours, moi je dis déjà que souvent, l'erreur historique, et cela devient donc de l'historiquement correct, c'est de mélanger ce qui n'est pas mélangeable, je dirais, et pour simplifier. Les croisades n'existent pas. Il y en a une, il y en a deux, il y en a trois, il faut les voir. Alors, on vous a dit, ça vous êtes d'accord maintenant, ils allaient casser du morceau, et ils allaient s'enrichir, ils étaient pauvres comme tout, il manquait de terre et il fallait absolument conquérir. Cela, alors, cherchons l'origine. Je crois qu'il y en a plusieurs. Il y a d'abord le matérialisme historique, là, qui a fait des dégâts considérables, n'est-ce pas? Il y a aussi le fait qu'à l'heure actuelle, l'on sait très bien, quelqu'un qui écrit ça, qui veut être populaire, sait très bien qu'il va rencontrer des échos parce que la notion de spiritualité, actuellement, n'est pas accessible. Les gens ne comprennent pas. Si vous me donnez 2 minutes, je sais que vous me les donnez. Et oui. Je vous citerai un exemple. J'ai fait cours sur les croisades. Clignancourt, amphithéâtre de 300 places, enfin vous voyez, bruit de sandwich, tout ce que vous pouvez imaginer. Et j'essayais de leur expliquer que, au fond, les croisades en Orient, il y avait d'abord eu l'Espagne, bon ça c'est sûr, la reconquête de la Méditerranée, mais c'était un pèlerinage. Et que les premières croisades ont été celles qu'on appelle les croisades de cathédrales pour transporter les pierres. Ce qui veut dire que des pierres très lourdes, des gens de toutes conditions sociales, quittaient leur métier, leur travail, des seigneurs, des paysans, des artisans, allaient ensemble transporter ces pierres, n'est-ce pas, et étaient là le soir, autour du feu de camp, chanter des psaumes, etc., et que finalement on a construit les cathédrales. Silence, ça va bien. Je suis content d'en avoir terminé. Une étudiante, très bien. Je voudrais vous demander quand même, monsieur, je vous en prie,
Comment faisait-on pour obliger tous ces gens-là? Voilà. On en est là, n'est-ce pas? Donc, par conséquent, dès que vous essayez d'évoquer cette civilisation du Moyen-Âge telle qu'elle était, vous ne trouvez pas d'écho. Donc, si vous voulez de la popularité, il faut aller au plus simple et il faut aller faire plaisir. Je vous dirai une chose extraordinaire, je crois, et nous ne sommes pas ici pour citer des noms, mais j'ai connu de très près l'un des médiévistes, celui qui certainement a fait la meilleure place dans la diffusion, qui était le plus connu, le plus apprécié, qui a des travaux remarquables. À partir du moment où il a publié pour être lu, il ne disait plus la même chose que ce qu'il avait trouvé dans sa thèse et dans ses travaux. C'était clair, du jour au lendemain, n'est-ce pas, à peu près, en contradiction. Voilà ce que je crois. Alors pour les croisades, eh bien, voulez-vous, tout ce que l'on a dit est quand même exagéré. Et l'homme étant ce qu'il est, ils sont allés là-bas, quand ils sont battus, ils ont gagné. Quand ils ont gagné, ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient. Mais au départ, ils allaient en pèlerinage. Et voyez-vous, je vais ici, et en finir avec cela, parce que on ne peut pas tout voir très longuement, avec une idée. Lorsque vous étudiez les croisades, et dans nos livres de classe, et encore maintenant, on vous dit croisade des pauvres gens, croisade des barons, n'est-ce pas, des seigneurs. C'est faux. Les barons n'étaient pas là, ils avaient des milliers de pauvres gens avec eux. Des quantités, ils les nourrissaient, ils les protégeaient, les empêchaient de crever de faim et de soif, et c'est comme ça qu'ils ont eu les pires difficultés, n'est-ce pas, à arriver. Donc, par conséquent, cette simplification, n'est-ce pas, si vous voulez, on ne pouvait pas imaginer que des chevaliers, que des princes, que des gens de guerre puissent aller en Orient en même temps que des pauvres pèlerins avec eux pour prier ensemble. Alors, question, vous avez écrit cela, et quelles ont été les réactions, quels ont été les échos? Parce que ça devait déplaire aux... Alors c'est le grand problème, et là je me tourne vers M. Sévilla, parce qu'il n'y a que lui peut-être qui peut nous donner la réponse. Ce n'est pas le seul cas. Comment se fait-il que ça ne passe pas? Parce que je vais vous dire une chose, nous combattons, n'est-ce pas, les erreurs. Nous combattons l'historiquement correct, c'est sûr, l'idéologie dominante. Or, ceci, moi, je vous le disais l'autre jour, monsieur, au téléphone, étant donné mon âge, et puis, bon, j'étais dans toutes les commissions possibles et imaginables à Paris, je connais mes collègues. Il y a 10 ans encore, j'étais en enseignement, je les connaissais tous. Et je peux vous dire qu'en ce qui concerne les chercheurs et les professeurs d'université d'histoire du Moyen-Âge, il y en a peut-être 40 ou 50 en France, il n'y en a pas un seul qui écrirait de ces erreurs. Tout ce qu'ils ont écrit et tout ce qu'ils ont enseigné dans le bon sens, ça ne passe jamais. Merci Jacques Herse. Alors maintenant, passons à une époque plus rapproché. Jacques Dupaquier, votre exemple de politiquement correct. Je reviens à l'histoire de l'Ancien Régime et la Révolution. Le politiquement correct, il s'alimente d'anachronismes. Donc, en réalité, on juge les diverses époques selon nos normes, y compris nos normes de confort et nos normes idéologiques. Mais l'Ancien Régime a commencé à être diabolisé à partir de la Révolution, à partir du moment où on lui a attaché justement l'étiquette d'Ancien Régime. Oui. Et au XIXe siècle, il y a eu tout de même de grands historiens en France comme Taine et Guizot qui ont remis les choses souvent au point. Mais à partir de la Troisième République, là, on a eu besoin à nouveau de s'alimenter à la même source. Et il est tout à fait extraordinaire, par exemple, de voir les éditions successives du Petit Lavis. Lavis a commencé à faire des manuels dès 1871-72. Ce qu'il écrivait sur Louis XIV était un peu sommaire. Mais enfin, ce n'était pas grossièrement idéologique. Or, d'édition en édition, il hausse le ton. Il hausse le ton au point de finir par perdre complètement ce qui fait une vocation d'historien. Ayant à commenter l'une des premières images qu'on distribue dans les écoles à l'époque et qui représente
le nain, le repas des paysans de Lenain. Ce tableau est admirable. Il rayonne de spiritualité. Et que dit Lavis? Lavis dit, regardez cet intérieur. Les carreaux sont sales. Il y a de la boue par terre. Le paysan qui est assis à gauche a les pieds nus. Et lui, Lavis, a co-signé, en réalité, ce commentaire absolument déshonorant. Et alors, où est-on allé ensuite? Par émulation, on s'est lancé dans un procès historiquement correct de l'Ancien Régime. Et l'homme qui a joué le plus grand rôle à ce moment-là, ce n'est pas un historien, c'est un physicien, c'est Paul Bert. Paul Bert, qui, vous savez, était franc-maçon, qui a joué un rôle énorme dans la constitution de l'école primaire, et il a trouvé que les manuels d'histoire n'y allaient pas assez fort. Alors il a fait un livre qui est vraiment très amusant à lire, avec ses illustrations. Alors d'abord, en ce qui concernait les impôts qui pesaient sur les paysans. Il avait repris, dans une France où il y avait toutes sortes de redevances, il avait tout repris, en additionnant les impôts du Languedoc avec ceux de l'Île-de-France. Et alors, faisant le calcul, je me suis aperçu que le prélèvement seigneurial atteignait 270% de la récolte, ce qui explique évidemment l'extrême misère des paysans. Alors on a des images dans le Lavis. On voit à gauche le village autrefois. Alors le village autrefois, comme par hasard, il est couvert de neige. Les toits sont défoncés. Il y a dans le fond un château fort avec des corbeaux qui tournent autour du château fort. Et au premier plan dans la neige se traînent de misérables loques. Ce sont les paysans d'autrefois. Sur la page de droite, le village aujourd'hui. C'est une petite cité jardin avec de coquets pavillons. Et pour un peu, s'il y avait eu de la musique, on aurait entendu les oiseaux chanter. Et comme il n'était pas sectaire, il a représenté dans le village, il y a tout de même un clocher qui figure. Ah oui. Et tout est à l'avenant. Les femmes attachées à la charrue, parce qu'évidemment on avait dû manger le cheval. Et les pauvres gens qui mangent de l'herbe, littéralement. Et au deuxième plan passe un carrosse avec de beaux messieurs et de belles dames. J'ai publié tout ça dans l'hommage qu'on a fait à Pierre Goubert, avec les images du temps. C'est extrêmement curieux, il n'y a jamais eu le moindre écho. Personne ne m'a remercié, personne n'a observé que tout de même, c'est incroyable d'avoir pu écrire ces choses-là. Alors, merci. Maintenant, Jacques Dupaquier, je passe la parole à Henri Amouroux, un autre exemple de politiquement correct dans le contemporain. Ce que vient de dire Jacques Dupaquier est fondamental. On parle d'une époque en mettant la pyramide sur la pointe. C'est-à-dire qu'on ne veut pas se remettre dans les conditions de vie de l'époque. Par sottise, par négligence, tout ce qu'on voudra. Peut-être par malhonnêteté, mais d'abord par sottise et par négligence. Il se trouve que j'ai lu ces jours-ci, il y a 4-5 jours, une lettre de Madame de Sévigné. Alors Madame de Sévigné, son carrosse, et puis elle va prendre, elle met le carrosse sur un bateau pour gagner sur la Loire, etc. Et puis le soir arrive, elle va dans une auberge. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'elle dit c'est la plus misérable auberge que j'ai jamais trouvée, il n'y a rien, il n'y a personne. Mais elle n'en fait pas un tabac, si j'ose dire. Une ligne, elle dit c'était très misérable. Elle passe du carrosse à la misère, et puis sans faire aucune réflexion, bébête, elle ne fait pas un jugement, elle ne porte pas un jugement, c'est comme ça parce que c'est comme ça, c'était l'époque. Alors en ce qui concerne l'époque sur laquelle j'ai un petit peu travaillé, c'est pas 1940, juin 40, juillet 40, août 40, etc. On en parle toujours, en oubliant les conditions réelles de l'époque. Le mot exode est un mot qu'on va employer dans quelques semaines, dans quelques jours, pour parler de l'exode de juillet 2003, d'août 2003. Cela n'a rien à voir. Il y a 8 millions de gens sur les routes, les départements, les villes ont explosé,
explosé, littéralement. C'est comme la pub, vous savez, je souffle à tout vent, et je sème à tout vent. Et les familles sont dispersées. Il faut prendre, pour avoir une idée de la réalité d'une époque où la télévision n'existait pas, évidemment, le téléphone existait peu. La radio, il fallait l'électricité. Pour prendre la radio, on l'oublie. Tous les gens qui disent, j'ai entendu l'appel du général de Gaulle. Mais il y avait 4 millions de postes de radio en France, ou 5, puisque 4 millions avaient été laissés dans les territoires envahis, occupés par les Allemands. Oui, mais il faut prendre les journaux de la zone non envahie par l'armée allemande. Après la ligne de la zone non occupée. La Dépêche de Toulouse, par exemple. Il y a tous les jours 3 pages entières de petites annonces de perdus. Pas de trouver, de perdus. Et ce ne sont pas des chiens, et ce ne sont pas des chats, et ce ne sont pas des bagues, et ce ne sont pas des bijoux, ni rien d'autre, ce sont des femmes, des enfants. Et j'ai même trouvé un général, si j'ose dire, qui par petite annonce recherchait sa division. Ce qui peut faire rire aujourd'hui, ce qui rappelle d'autres histoires du temps de Louis XV, mais qui font que on se rend compte de la réalité d'une époque où les gens ne savaient pas ce qui se passait à Vichy, ne pouvaient pas le savoir, s'en fichaient éperdument, je le dis. Pour quelle raison? Parce que la préoccupation première de tout ce peuple dispersé dans une France de 40 millions d'habitants, il y a 2 millions de prisonniers de guerre. On a totalement oublié les prisonniers de guerre. On a tiré le rideau sur les prisonniers de guerre. Il y en a 1 970 000, mettons 2 millions. C'est énorme. Vous avez 2 millions de prisonniers de guerre, 8 millions de gens sur les routes, sur une population de 40 millions d'habitants. 40 millions d'habitants, vous avez 25% qui soudain est ailleurs. Alors les gens veulent d'abord se retrouver, ils veulent savoir si leur maison a été détruite ou pas détruite, pillée ou pas pillée, s'ils vont pouvoir revenir puisque la France est divisée en 4 ou 5. Le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, la Moselle sont réannexés. Les Alsaciens et les Mosellans qui sont en Dordogne, qui sont en Charente, où ils ont été mal accueillis, parce qu'il faut dire la vérité, mal accueillis. Ils arrivent là dans des pays, ils arrivent encadrés par leur curé ou par leur pasteur. Il y a là des gens, le Périgord, je le sais, je suis périgourdin. C'est un pays plutôt agnostique, athée, même, enfin bref. Les fermes sont sales. Elles sont sales, c'est comme ça, il y a du fait, elles sont sales, on y mange bien, mais c'est ça. Bon, ils arrivent là. Les gosses à l'école, en 39, la première évacuation, c'est 39. C'est en septembre 39. On traite des gosses de Boche, car ils ne parlent pas la langue du pays, le patois périgourdin, ils ne le parlent pas. Bon, et après, il y a la défaite. Cette énorme défaite en 6 semaines où la première armée du monde est battue, etc. Bon, et après, ils vont arriver en zone non occupée, ils vont arriver en Périgord, ils vont arriver en Corrèze, etc. J'en sais rien. Des Allemands qui arrivent, qui sont là, qui viennent leur dire votre place, votre vie, elle n'est pas là, elle n'est pas à Périgueux. Je suis Périgueux, elle n'est pas à Périgueux, elle est à Strasbourg, elle est à Colmar, vos tombes ne sont pas à Périgueux. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Vous croyez qu'ils s'intéressent à ce qui se passe à Vichy, à ce qui se dit à Vichy? Quels sont les moyens d'information? C'est une feuille recto-verso, une feuille de papier recto-verso avec des informations d'ailleurs censurées, etc. Si on se remet, ce que disait Jacques Dupaquier, ce que vous disiez, si on se remet dans les circonstances de l'époque, dans la vie, alors on juge différemment. Mais nous écrivons l'histoire, trop souvent, en connaissant la fin. Alors, évidemment, comme on connaît la fin, c'est beaucoup plus... Moi, je me dis, mon Dieu, pourquoi, s'il y avait encore une occupation, de quelque pays que ce soit, comme ça serait formidable, il n'y aurait plus que des résistants. Les Allemands ou les autres, enfin, mettons, l'ennemi ne franchirait jamais ni la Meuse, ni la Somme, la Seine, n'en parlons pas, la Loire, jamais, évidemment. Tout ça, tous les résistants aujourd'hui se précipiteraient aux frontières et on arrêterait l'ennemi. Les mêmes, sont souvent des résistants sur le papier. Si une femme est attaquée de l'autre côté du trottoir, ils ne traversent pas la rue, parce que c'est dangereux. Alors, qu'aurait-il fait un jour? Je me souviens être allé à une manifestation de jeunes. C'était place d'Enfer Rochereau, c'est pas très loin de chez moi. Je suis monté à la place d'Enfer Rochereau et on criait CRSSS. Les jeunes criaient CRSSS. Bon, moi j'ai dit à certains, ils ont été gentils, moi, je leur ai dit, écoutez, je vais vous dire, si c'était vraiment des SS, vous ne seriez pas resté 2 secondes et demie et vous auriez très bien fait.
Il ne faut pas confondre. Alors nous sommes entrés dans un temps de grande confusion où on est facilement, on réécrit l'histoire, mais j'aurais fait ci, j'aurais fait ça, j'aurais fait ceci, j'aurais fait cela, mais la vérité, c'est que comme on n'y était pas, on l'a pas fait, et que certains d'entre eux qui écrivent aujourd'hui, il faudrait qu'ils se demandent ce qu'ont fait leurs papas. Leurs papas n'ont pas été systématiquement des héros. Quelquefois même, ils se sont compromis. Alors, c'est plus compliqué qu'on ne le croit. Si on se remet dans l'époque en se disant comment fait... Moi, je suis contre le jugement brut. Prends l'exemple de Paul Reynaud, par exemple. Hein. Paul Reynaud, dernier président du Conseil de la Troisième République. Bon, alors on a tendance à le juger très sévèrement. Bon, très bien. Mais on se dit, tu écris... Aucun avion ne rôde au-dessus de ta tête, enfin aucun avion allemand avec des bombes accrochées. Bon, tu n'as pas de souci, tu vas dormir tranquillement, parce que le téléphone portable n'existait pas, comme ça. Bon, alors, aujourd'hui, si vous êtes grand reporter en Afghanistan, votre patron peut vous téléphoner, il vous aura un téléphone. Bon, mais là, ça n'existe pas. Le général, vous ne pouvez pas le joindre. Et Paul Reynaud, il est obligé de mentir, le pouvoir est obligé de mentir, car s'il ne ment pas, la catastrophe est encore plus rapide. Il est obligé de mentir, de croire que ça va aller mieux, de dire, de prétendre. Et il est accablé. Il y a les uns qui le tirent d'un côté, les autres qui le tirent de l'autre. Paul Reynaud était entouré de conseillers. Je dis Paul Reynaud, mais c'est vrai pour tous les hommes politiques dans toutes les situations dramatiques. Leurs jours et leurs nuits sont tissés d'inquiétude et de drames. Il faut essayer de se mettre à la place de se dire, mais enfin, voyons, tu ne peux pas juger, porter depuis 50 ans ou 60 ans plus tard, un jugement comme ça, sans essayer de se dire, mais comment, voyons, il faut être sérieux. Comment ? Lorsque les routes sont enneigées, la route de ça c'est arrivé 2 ou 3 fois, les routes du soleil, il y a eu de la neige, il y a 5 ans, 3 ans, 4 ans, je ne sais plus, et ça fait une histoire de tonnerre de Dieu, on a emmerdé tout le monde en disant c'est la catastrophe, comment se fait-il que les routes soient enneigées, que personne ne fasse rien, que le préfet n'intervienne pas, comment il y a des gens qui peuvent rester 4 heures ou 5 heures sans information dans un aérodrome et l'avion n'arrête pas. Nous en sommes là et aujourd'hui on en fait toute une histoire. Mais les drames, les véritables drames, celui de 40, il y a des drames dont on ne parle pas. Le drame de l'exode des Allemands en 1944-45 entraînait certainement 1 million de morts. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Donc si on se remet véritablement à l'époque, alors à ce moment-là, on porte un jugement plus modeste et moins manichéen. Ben oui, mais ça n'est pas historiquement correct. Mais je m'en fiche éperdument. Ça n'a aucune importance. Je crois d'ailleurs, que pas mal de lecteurs aiment avoir une sorte de vérité, de réalité. Je ne crois pas à la vérité, je ne crois pas du tout à l'objectivité, je crois à la réalité. Merci Rameau. Alors, Jean Sévilla, vous, grâce à qui nous sommes réunis, parce que c'est vous qui avez écrit et publié Historiquement Correct aux éditions Perrin, Jean Sévilla. Après ces 3 récits de 3 grands historiens de 3 époques différentes, quels sont vos commentaires ? Le phénomène même de l'historiquement correct, 2 mots étaient très importants, ont été lâchés ici, qui sont au cœur du phénomène de l'historiquement correct, tel que j'ai essayé de le synthétiser, ou du moins synthétiser certains de ses aspects. L'anachronisme et le manichéisme. L'anachronisme, c'est capital parce que dans la mesure où l'historiquement correct est une instrumentalisation de l'histoire, eh bien on va essayer de parler au public en utilisant des images d'aujourd'hui pour se faire comprendre. Et donc l'historiquement correct va faire appel à des références intellectuelles, des références morales, des références politiques qui sont celles du monde contemporain. Et va le plaquer sur le passé pour faire passer son message. Et donc, on va juger les croisades, l'Inquisition, les guerres de religion, la Révolution, l'affaire Dreyfus, l'occupation, que sais-je. Toute l'histoire va être revue en fonction des critères qui, aujourd'hui, en cours. Voilà. Le manichéisme est central et fondamental dans l'historiquement correct. L'histoire, la véritable histoire, ne peut être comprise que dans son contexte. On ne peut raisonner, on ne peut comprendre le passé que si on connaît les concepts qui avaient cours, qui étaient les concepts dominants dans une époque. L'Inquisition, par exemple, prenons un exemple, l'institution de l'Inquisition qui nous choque
aujourd'hui, parce que nous sommes dans le monde de la liberté de conscience, dans le monde de la plus ou moins, mais le mot, en tout cas, c'est la culture française dominante part de ce principe que chacun a droit à sa religion et chacun pense qu'il veut, etc. Mais l'époque médiévale ne résine pas comme cela. Dans l'époque médiévale, la religion est fait lien et qui va à l'encontre de la religion dominante, au fond, fait un accroc au pacte social. Et donc la société présente un mécanisme de défense. Alors, je ne dis pas cela pour défendre l'Inquisition, je dis qu'il faut expliquer pour comprendre l'Inquisition, qui par ailleurs est une chose terrible, mais elle ne peut être, il faut bien voir que si elle nous choque aujourd'hui, elle n'a pas choqué les contemporains. C'est-à-dire que les gens qui l'ont vécu ont accepté ce mode de fonctionnement social qui aujourd'hui nous choque en effet. Donc on ne peut juger une réalité que dans son contexte, la remettre dans son contexte. Et puis surtout, et aussi le manichéisme. Le manichéisme, en effet, le politiquement correct, l'historiquement correct, fonctionne comme une simplification de la réalité. L'histoire et les historiens, les grands historiens, il y a ici des grands historiens dans cette pièce, nous apprend que la réalité est complexe. Rien ne répond à une seule cause. Il y a toujours une multiplicité de causes, il y a toujours une multiplicité de circonstances. Il faut, pour faire un vrai travail d'historien, être à la fois historien, mais aussi un petit peu géographe, un peu économiste, un peu démographe, un peu historien des idées, un peu historien des mentalités, voilà. Et les phénomènes explicatifs sont extrêmement nombreux. Or, l'historiquement correct va simplifier parce qu'il veut faire passer un message. Il va simplifier selon un mode de raisonnement qui est simple, alors que la réalité est multiple et complexe. Il va procéder selon un raisonnement binaire, c'est-à-dire avec deux termes. Et ce raisonnement binaire, c'est quoi? C'est le bien, le mal. Et on est donc dans le monde du manichéisme, c'est-à-dire qu'on va classer le monde du passé, en deux camps. D'un côté le bien, de l'autre côté le mal. Alors que, l'histoire n'est pas blanche, l'histoire n'est pas noire, elle est souvent grise. Même s'il y a du blanc, même s'il y a dans l'histoire, mais l'histoire est toujours un composé parfois même hétéroclite. Tout n'est pas toujours cohérent dans l'histoire, il y a des contradictions, il y a des hasards aussi. Les hasards de l'histoire, c'est quelque chose de très important. Et donc, voilà, la véritable connaissance historique doit naître, et contre l'historiquement correct, la connaissance doit se fonder sur l'appréciation, la mesure de ces multiples causes, de ces multiples facteurs sans lesquels on fait mentir le passé. Merci. Vous écoutez Radio Courtoisie. Mais nous traitons de l'extraordinaire importance de l'historiquement correct. Messieurs, je vous propose maintenant que nous vous lisions un paquet de messages d'auditeurs. On ne peut pas les lire tous, c'est impossible. C'est un choix que j'ai fait. J'ai pris ceux qui étaient le plus dans le sujet, qui posent des problèmes, et vous verrez qu'il y a, par plusieurs de ces messages, un malentendu sur l'expression historiquement correcte qui mérite qu'on précise. Je vous propose que Marie-Vonne lise à la suite les messages. Vous prenez note de ceux auxquels vous souhaitez répondre, et ensuite, chacun à tour de rôle, vous répondrez à ceux que vous aurez choisis. Marie-Vonne, nous vous écoutons. Alors j'ai quelques messages à propos de vocabulaire, sémantique peut-être. Un auditeur, en intitulant votre émission historiquement correcte, n'allez-vous pas faire du révisionnisme? Un auditeur, pourquoi persévérer à utiliser le terme correct qui est très flatteur alors que le terme conformiste conviendrait mieux? Et enfin une auditrice, Monsieur Ferré emploie le mot politiquement correct. Le mot correct est un anglicisme. Ne pourrait-on pas le remplacer par convenable ou conforme? D'autres messages, un auditeur, Povkovski, compagnon de Lénine, disait « L'histoire est de la politique rejetée dans le passé ». Un auditeur, la désinformation au niveau historique continue par l'intermédiaire des médias. Un hebdomadaire qui fête ses 50 ans, l'Express, a fait toute une série de dossiers, les plaies des croisades. Les croisés pillaient, violaient, massacraient. Dernièrement, sur la 5e dans l'histoire à l'extrême droite en France, un historien, très souvent invité, a dit que Maurras ne croyait pas en Dieu.
Un auditeur, le politiquement correct et historiquement correct, en ce début du XXIe siècle, est fait pour hypothéquer le passé d'un peuple et d'un pays et par conséquent son présent et son avenir, et au final, son asservissement et sa disparition. Un auditeur, nous sommes très heureux d'entendre vos invités. Nous souhaitons que Jacques Herx ne soit pas coupé. Un auditeur, l'expression actuelle de 30 glorieuses que l'on voit fleurir dans les manuels d'histoire n'est-elle pas une condensation idéologique perverse qui escamote cette dramatique période qu'ont vécu les Français et que des esprits distingués ont appelé plutôt les 30 piteuses? Non. Un auditeur, un exemple de politiquement correct est donné par l'attitude des historiens sur les motifs de la rupture entre Frédéric II de Prusse et Voltaire. Ce dernier était un spéculateur sur les bois d'ébène et les emprunts d'État. On trouve Voltaire au fronton d'un certain nombre de lycées. Un auditeur, s'il y avait pour les auteurs un prix de l'historiquement correct, je crois qu'il faudrait le décerner à Tite-Live. Un auditeur, tout nouveau pouvoir a besoin pour se légitimer de dénigrer celui qui l'a précédé. Un auditeur, les communistes ont toujours été à la pointe de l'historiquement correct pour faire oublier qu'ils ont toujours été des traîtres à la nation et au peuple français. Exemple, Maurice Thorez en 1940, déserteur face à l'ennemi, Boudarel, commissaire politique dans les camps viettes, l'aspirant Maillot qui sera décapité pendant la guerre d'Algérie pour haute trahison pour avoir livré un camion d'armes au FLN. Une auditrice, ne pas oublier la fameuse légende noire propagée par les anglo-saxons protestants contre la conquête espagnole. Il serait temps que l'on corrigeât cette fameuse et affreuse légende. Jean Ferré, qui se flatte d'être hispanisant, devrait partir en croisade contre cette légende noire. Pas en croisade. Une auditrice, compliment à Jean Ferré pour avoir invité ces 4 merveilleux hommes. Un auditeur, ne pensez-vous pas que la violence des jeunes d'origine immigrée est due à la présentation de l'histoire? L'armée française, et elle seule, a torturé en Afrique. On passe sous silence les massacres d'août 55 dans le Constantinois, les oreilles et le nez coupés. Ce matin, M. Bourdin n'a pas donné, pour une fois, une interview en direct à la radio. Alors, j'ai 2 autres messages. Un message à l'attention d'Henri Amouroux. Un auditeur, nous attendons avec impatience le 2e tome du livre pour en finir Moi aussi, je l'attends avec impatience. Je suis en train de l'écrire, mais je suis en train d'écrire. Voilà. Un dernier message à l'attention de Jean Ferré. Pense-t-il que l'historiquement correct a contaminé les professeurs d'histoire aujourd'hui? Alors, messieurs, je vais vous demander de répondre dans le sens où vous êtes assis autour de la table. Jacques Dupaquier. Moi, ce qui m'a frappé, c'est cet auditeur qui cite le mot d'un révolutionnaire, l'histoire est de la politique rejetée dans le passé. Il est bien évident que pour le révolutionnaire, il ne s'agit pas de comprendre, il ne s'agit pas d'expliquer, il faut instrumentaliser l'histoire pour en faire un instrument de guerre contre la société à rejeter. Du passé, on ne peut pas faire table rase sans l'avoir préalablement diabolisé. Il n'y a donc pas effectivement, je crois, dans l'historiquement correct, le bien d'un côté, le mal de l'autre. Il y a le mal d'abord, le mal c'est le passé, et il y a le bien c'est le présent. Mais dans l'historiquement correct, le bien, c'est surtout l'avenir, et on retrouve l'idéologie du progrès que je dénonçais tout à l'heure. Merci. Vous n'avez pas d'autres réponses à faire? Il me semble... Bien. On reviendra sur d'autres points. Henri Amouroux. Oui, alors d'abord, je remercie l'auditeur qui s'inquiète de mon prochain livre. J'y travaille. Il s'appellera Les racines des passions, parce qu'en 1940, il ne faut pas oublier qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été persécutés. Par exemple, je prends l'exemple de la franc-maçonnerie. Beaucoup de gens ont été exclus de la fonction publique parce qu'ils étaient maçons. Pour quelles raisons? Alors ça oblige à s'intéresser sur 1876, sur 1905, j'ai posé sur 1903, sur 1905. Par exemple, j'ai posé la question à plusieurs personnes, même à des confrères. J'aurais dit, combien d'après vous y a-t-il eu d'inventaires en France en 1903, 1904? Oh, je sais pas, j'ai eu des réponses, 500, 1000, etc. Il y en a eu 62 000. À 62 000, il n'y a pas eu des incidents à chaque fois, mais il y a eu beaucoup d'incidents. Et
1905, 1940, ça fait jamais que 35 ans, c'est très près. Donc ça explique certaines choses qui... Bon. Alors, ce qui m'a paru très intéressant, c'est la question posée par un auditeur en ce qui concerne l'histoire et les jeunes, et notamment les jeunes issus de l'immigration. C'est très important, c'est capital. Car en effet, il y a là une question très importante. Bien sûr, en ce qui concerne l'Algérie, bien entendu, l'histoire qu'on présente est vraisemblablement manichéenne, truquée, bon, on bat la coulpe, bon, très bien. Mais il y a tout le reste, car ces garçons et ces filles sont destinés à s'intégrer plus ou moins rapidement, mais en tout cas à la 2e, 3e, 4e génération à s'intégrer. J'ai vu tout à l'heure un film sur une des familles russes. Je suis président du jury du Prix Albert Londres et aujourd'hui, comme il y a un prix écrit puis un prix audiovisuel, nous sommes depuis 8h30 et 9h ce matin, nous sommes en visionnage pour des films pour faire une sélection. Il y avait donc un film qui montrait l'histoire d'une famille russe qui était arrivée en 1919 ou 1920 en France. Et on disait, il y a 90 000 Russes qui sont venus. Et ces 90 000 Russes se sont intégrés, se sont fondus, comme se sont fondus les Italiens, les Espagnols, etc. Ils ont adopté facilement, je crois d'ailleurs à travers des principes religieux ou une éducation, ils ont adapté la façon de vivre. Mais notre histoire est devenue leur histoire finalement. Devient leur histoire. Le problème pour ces jeunes qui viennent de pays de musulmans, des musulmans, qui sont des pays qui nous ont été attachés, Il y a des soldats qui sont morts pour la France, etc. Quelle histoire leur apprend-on? C'est un problème central, à mon avis. Comment leur apprendra-t-on que cette histoire, nos ancêtres les Gaulois, bien sûr, ça paraît ridicule, nos ancêtres les Gaulois, mais dans la mesure où ils deviendront français, ce seront leurs ancêtres les Gaulois. Bon, et ce matin, il se trouve que j'ai pris un taxi qui était conduite par une dame qui était du Burkina Faso. C'est certainement la seule chauffeuse de taxi du Burkina Faso. Bon, sûrement. Il n'y en a sûrement qu'une à Paris, une dame. Bon, j'ai parlé avec elle tout le long du trajet, parce que ça m'intéresse beaucoup de parler avec les chauffeurs de taxi, encore plus avec les chauffeuses de taxi. Bon, elle était du Burkina Faso. Elle est là. Elle va rester en France. Elle est là depuis 10 ans ou 12 ans. Sa famille a été massacrée. Elle est là. Elle va rester. Elle avait une trentaine d'années ou 35 ans. Si elle a des enfants, ses enfants après seront français peut-être. Quelle histoire leur apprend-on? Quels sont les liens, quels sont les mots qui font tilt au même moment? C'est ça le véritable problème, les mots qui font tilt au même moment. Bon, quels sont les mots qui vous font frissonner? Peut-être y en a-t-il plus aujourd'hui, je ne sais plus. Mais il y avait des mots. Je parle devant ceux que je suis fatigué, dont je connais l'histoire, et je sais qu'il était le 11 novembre 1940 devant l'Arc de Triomphe, avec ceux qui manifestaient. Quels sont les mots qui font frissonner encore? Bon, peut-être y en aura-t-il de moins en moins, je ne sais pas. Rêve-t-on un affadissement de ce qu'on appelait les valeurs? Je n'en sais rien. Mais c'est le véritable... L'auditeur a posé une excellente question. Le véritable problème, le grand problème du futur. 40 ans, 50 ans, 100 ans, le problème du futur, c'est ça. Quelle histoire enseignera-t-on? Quelle histoire? Qu'est-ce que sera que la France pour ces gens? Qu'est-ce que c'est? Laissez-moi vous faire observer qu'on ne leur raconte plus d'histoire du tout dans la plupart des classes. À voir. Jacques Kers, vos réponses aux questions du J'aurais auditeur. peu de réponses. Écoutez, moi aussi, je suis d'accord, je le disais tout de suite à Jean Sévilla, avec le mot conforme. Il me convient davantage, mais il faut prendre les choses comme elles sont. Lorsque vous avez publié votre premier livre, monsieur, vous ne pouviez pas faire autrement. N'est-ce pas? Le mot correct était lancé et vous seriez tombé à côté de la plaque ces jours. Donc c'est comme cela, et si l'on devait faire une liste de tous les mots qui ne conviennent pas et que nous voudrions changer, nous n'en finirions pas, prenons comme c'est. La réflexion aussi qui a été soulevée à propos de l'exemple que l'on donne à des jeunes gens par l'enseignement de l'histoire, l'exemple de violence, de condamnation de soi-même, ceci est très grave. Et on n'en finit pas. L'un des auditeurs, tout à l'heure, ou une auditrice, une dame, je ne me souviens plus, disait, n'est-ce pas, que l'Express, je crois, oui. Mais il n'est pas le seul. L'on continue. Et réellement, ce que l'on ne veut pas comprendre, c'est que dès qu'il s'agit d'un conflit, dès qu'il s'agit d'une guerre, dès qu'il s'agit d'une armée en marche, à quelque époque que ce soit, n'est-ce pas, il y a eu, naturellement,
des massacres, des viols. Ça n'a jamais été autrement, et il y en a même quand il n'y a pas la guerre, n'est-ce pas? Et donc, on insiste là-dessus d'une façon complètement malhonnête. Je peux vous rapporter, et là encore, je ne cite pas de nom, j'ai commis, c'était pas la première fois, mais c'était la dernière, un article pour une revue de gare, n'est-ce pas, mais qui se pique d'histoire. Vous m'avez parlé sur la prise de Jérusalem, les croisades, nous y sommes encore. J'avais essayé de montrer ce qu'avait été la prise de Jérusalem, pourquoi il y avait eu de graves désordres, etc. Et cela me semblait, enfin, à mon sens, à peu près mesuré. L'article est paru avec un gros titre qui disait exactement le contraire, n'est-ce pas? C'était clair, n'est-ce pas? Et naturellement, on ne vous soumet pas le titre. Non. Parce que le titre est fait en fonction de la place dans ce que l'on entend. Oui, mais en fonction de ce que... C'est pas innocent. C'était pas innocent du tout, n'est-ce pas? On se dit, on lui a demandé cet article, voilà qui me donne ça. Bon, alors, faisons le passé, mais, n'est-ce pas? Jean Sévilla, vos réponses aux questions des auditeurs. Jacques Herz vient de répondre à ma place, mais je voulais répondre à propos du terme de correct, puisque c'est aussi le titre de mon livre, donc je voudrais répondre à cet auditeur. L'expression politiquement correcte est entrée dans les mœurs, voilà. Donc en écrivant un livre intitulé Historiquement correct, je pense me faire comprendre. L'historiquement correct, c'est le politiquement correct appliqué à l'histoire. C'est l'utilisation par le politiquement correct du passé, mais en perspective idéologique, une instrumentalisation du passé à des fins qui sont celles d'aujourd'hui. Je viens au deuxième point, deuxième réponse, mais Henri Amouroux a aussi répondu à ma place d'une certaine manière. Quand on parle, comment quelle histoire enseigne-t-on aux jeunes issus de l'immigration? C'est un enjeu social, c'est un enjeu de civilisation pratiquement, parce que, en effet, une nation, c'est aussi une mémoire. Or, de la façon dont on enseigne l'histoire, et on voit que c'est là où l'historiquement correct est une instrumentalisation du passé, on voit par exemple que la façon dont l'histoire des croisades aujourd'hui est racontée, ou plus contemporain, l'histoire de la guerre d'Algérie est racontée, est biaisée par le fait qu'il y a dans nos sociétés européennes et dans notre société française en particulier une forte partie de la population, une forte minorité d'origine immigrée, d'origine musulmane. Et donc on veut écrire un passé qui soit... Il est évident que nous souhaitons dans notre société que l'intégration des jeunes issus de l'immigration se fasse de manière pacifique, et je suis vraiment pas le dernier à le souhaiter, mais on veut du coup... Pour répondre à une préoccupation d'aujourd'hui, on veut réécrire un passé qui est différent. Et donc on cherche à gommer absolument la part de confrontation plus ou moins pacifique ou plus ou moins guerrière selon les temps qu'il y a pu y avoir entre la société issue de la chrétienté et la société issue de l'islam. Or, cette confrontation, parfois guerrière, a eu lieu. Et donc, si sous prétexte de paix civile aujourd'hui on cherche à le gommer, eh bien, on ment sur l'histoire. L'histoire, il faut avoir un regard, je dirais, adulte sur l'histoire, et il faut affronter le passé tel qu'il a été, ce qui ne veut pas dire que les schémas du passé doivent se reproduire aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui dans un autre monde. Mais au-delà de cet exemple, eh bien, ce qui est en jeu, c'est en effet la mémoire nationale. Nous avons aujourd'hui une histoire. On parle d'une communautarisation. C'est un mot qui est devenu à la mode. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a une communautarisation de la France. Il n'y a plus d'unité nationale et chacun tente à voir les enjeux de société, à les juger selon ses intérêts propres. Eh bien, l'histoire reflète aussi cette division du pays, cet éclatement de notre société. On a une histoire qui est communautarisée, c'est-à-dire que chacun va voir le passé selon soit la religion, soit son histoire familiale, selon les références qui sont ses références intimes, qui en soi sont pas illégitimes parce que nous avons chacun notre mémoire, mais l'histoire c'est une connaissance plus large que la mémoire. L'histoire c'est la réalité, et cette réalité dépasse la mémoire qui est quelque chose de subjectif. Henri Amouroux. Oui, je crains qu'on apprenne à désaimer la France. C'est rigolo, voilà, désaimer la France. À travers une histoire qui est fatalement
ni toute blanche ni toute noire, qui est complexe, n'est-ce pas? Comme toutes les histoires, on apprend à désaimer la France, on ne montre que les parties sombres, que les parties noires. C'est celle-là qu'on va mettre en valeur, c'est celle-là, et c'est ça, ouais, le dommage. Les Américains, bon, je connais mal la société américaine, mais enfin, je sais que le drapeau devant les maisons américaines, bon, l'Amérique, elle a raison parce que c'est l'Amérique, etc. Ça, c'est mauvais côté, réducteur, c'est manichéen aussi. Mais après tout, l'intégration se fait à travers le choix d'un pays. Si on y vient, c'est pas simplement parce qu'il y a la sécurité sociale. Si on y vient que pour ça, alors c'est très limité. Si on y vient, c'est aussi parce qu'on pense qu'on va acquérir une civilisation, qu'on va trouver un pays d'accueil qui vous apportera quelque chose d'autre. Et si les bon, je regardais les noms des morts américains dans la guerre d'Irak. Il y avait beaucoup d'hispaniques, beaucoup. Il y avait beaucoup de ces gens qui n'avaient pas nom anglo-saxon, absolument pas. Mais il y a une intégration et personnellement... Pardon, il y a même une assimilation. Une assimilation. Et ce qui m'a... Bon, si vous voulez, quand on prend la guerre de 40, enfin mettons 43, la campagne d'Italie par exemple, la campagne d'Italie, ce qui est frappant, c'est l'héroïsme de certains Tunisiens, de certains Marocains, de certains Algériens, qui se battait pour la France. Un homme que j'admire, je vais vous dire, c'est Mimoun. Mimoun, champion olympique, Mimoun, que je connais d'ailleurs, qui est un homme que moi j'admire profondément, qui a été blessé en Italie, très grièvement, il a été blessé à la jambe, puis après il a fait second à Helsinki, puis après il a gagné les Jeux olympiques suivants, n'est-ce pas? Bon, c'est un homme admirable. Il y a là, lui c'est le porte-drapeau français, il portait le drapeau français. Lorsqu'il y avait la délégation française qui défilait, c'était Mimoun. Bon, Mimoun, c'est un homme, il est français. À 120%, ça n'a aucun sens, si vous voulez. Mais à ce moment-là, ça correspond à quelque chose, lorsqu'on est fier d'appartenir à la nation. Et si on ne donne pas à ces jeunes issus de l'immigration une raison d'être fiers d'appartenir à la nation, c'est fichu. Eh bien, une des premières choses qu'on devrait faire, c'est leur apprendre l'histoire véritable de la France. Vaste problème, comme dirait. Je ne répondrai qu'à une des questions d'auditeurs, car elles étaient nombreuses. C'est concernant le politiquement correct, concernant le mot correct. Or, il y a de très nombreux autres messages que je n'ai pas donné à lire à Marivonne, qui disent la même chose, mais correct ne convient pas. Or, j'attire votre bienveillante attention sur le fait que le titre du livre de Jean Sévilla, historiquement correct, ça n'est pas l'histoire que raconte Jean Sévilla, c'est une critique que fait Jean Sévilla de l'historiquement correct. Oui, bien sûr. Il raconte, pour chacun de ces thèmes, je vous ai dit qu'il y en a sur 450 18 pages, il y en a 18, qui vont de la féodalité à la guerre d'Algérie. Il met en parallèle ce qu'on raconte, c'est-à-dire l'historiquement correct, et la vérité. Et s'il a pris l'expression historiquement correct, et à mon avis, c'est très très important, et je dirais même que sur le plan publicitaire pour l'intelligence, c'est génial. C'est parce qu'il y a le mot politiquement correct, qui ne vient pas de nous, qui a été imposé, oui. Et il était très important de montrer qu'il n'y avait pas que le politiquement correct, il y a aussi l'historiquement correct. Mais je vous assure que Jean Sévilla n'a pas du tout cherché à faire de l'historiquement correct, c'est plutôt même le contraire. Vous écoutez Radio Courtoisie. Avant la pause technique, il nous reste 11 minutes. Et nous reprendrons des sujets après la pause technique autour de cet historiquement correct. Je vous rappelle que le titre des 3 heures d'émission, c'est l'extraordinaire importance de l'historiquement correct. Alors en attendant, messieurs, puisque je vous dis il nous reste 10 minutes, en attendant, en peu de temps, vous avez chacun, disons, 2 ou 3 minutes, que souhaitez-vous ajouter en commentaire à ce qui vient d'être dit ? Je reprends. Oui, Jacques Herz. Oui, c'est pour me féliciter moi-même d'avoir entendu tout à l'heure M. Sévilla parler d'une façon si claire contre le manichéisme. Je crois que c'est là tout le poison. Et il faut vraiment, et nous avons pris l'habitude,
Et ce qui me choque, ce qui m'a toujours choqué, c'est l'historien qui juge. Il y a des bons, il y a des méchants, et c'est notre tradition. Nous avons une tradition. La preuve, les noms qu'on donne au roi de France. Alors voyons, à quoi ça? Alors il y en a qui est sage, l'autre qui est beau, l'autre qui est pas beau, et enfin bon, etc. Tout ça, c'est des jugements, n'est-ce pas? C'est très grave. Pardonnez-moi, est-ce que c'est nous qui leur avons donné ou est-ce que c'est le contemporain? Mais justement, il faut rechercher ça. C'est souvent Parlez dans le micro. C'est très difficile de souvent trouver les contemporains, l'origine. Ou plus ou moins pour le Bel, oui, évidemment. Oui, mais il y a les contemporains. Et puis Louis XIV, il se les donnait lui-même, n'est-ce pas? Oui, bon, ça, c'est certain. Mais ce que je voudrais dire maintenant, c'est ceci, et repenser à mes étudiants, voyez-vous, on les forme à la recherche historique, on leur dit ceci, il faut être impartial, il faut scruter les documents, voilà les qualités qu'il vous faut. Je dis oui et non, parce que la qualité principale de l'historien, du chercheur, et peut-être la plus difficile à acquérir, c'est la sympathie. Il faut être en sympathie, en compréhension avec la période. M. Amouroux a fait de longues allusions tout à l'heure. Je crois que nous sommes tous d'accord. Et ça, c'est difficile. Vous avez quantité de personnes qui se lancent, j'en ai connu, surtout à l'étranger, heureusement, moins en France, qui se lancent dans la recherche historique en se disant, eh ben, ils vont voir ça. Exactement, qui ont une idée. Et ça nous a beaucoup marqué. J'ai 2 secondes encore. Beaucoup marqué. Une certaine école que nous avons beaucoup aimée, l'un des chefs écrivait ceci, Monsieur Dupaquier ne va pas me contredire, lorsqu'on ne sait pas ce que l'on cherche, on ne sait pas ce que l'on trouve. C'est le contraire de l'histoire. Ça, je crois pour moi. Mais Henri Amouroux. l'étude des personnages. Je prends un personnage qui était assez connu, c'est le maréchal Pétain. On oublie, lorsqu'on juge, qu'il est né en 1856. Plus près de Waterloo en 1815 que de la bataille de la défaite de Sedan en 1940. Plus près de la rencontre de Napoléon et d'Alexandre sur le Niémen que de sa rencontre avec Hitler, Montoire. Et qu'il a été élevé par un prêtre qui s'appelait l'abbé Legrand, qui avait fait la campagne d'Italie avec Bonaparte. C'est quand même fabuleux. On s'est dit un homme que je n'ai pas connu, mais enfin que j'aurais pu après tout connaître, c'est pas connaître, enfin. Il a été élevé par un prêtre qui avait fait la campagne d'Italie avec Bonaparte, c'est-à-dire à Arcole. On se dit, mais enfin, c'est un homme du 19e siècle, mal préparé à comprendre ces 2 grandes révolutions religieuses, pseudo-religieuses, le nazisme et le bolchevisme. Parce que ce n'était pas un homme, c'était pas son type de guerre, c'était pas ça qu'il avait étudié, c'est pas ça qui était sa vérité. Et donc, il y a ça. Quand nous avons des enfants et nous avons des petits-enfants, je pense, hein. Nous avons des enfants et des petits-enfants. Ils sont beaucoup plus forts que nous dans certains domaines. Dans ces domaines mécaniques, dans ces domaines de technique, ils sont infiniment plus forts que nous. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus intelligents, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus cultivés, ça veut dire simplement qu'ils sont en avance sur nous dans leur domaine d'actualité. Ils savent, moi j'écris toujours avec un stylo, n'est-ce pas? Eux savent taper, savent se servir de tous les moyens des techniques modernes. Ils sont de leur génération. Et un homme politique est de sa génération. Il est évident que les hommes politiques qui dirigent la France, ou l'Allemagne, ou l'Angleterre, sont de leur génération. Tony Blair, l'autre jour, regrettait d'avoir 50 ans. C'est très symptomatique, parce qu'il se disait « je vais franchir une frontière ». Et c'est très symptomatique. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Non, oui. Mais je veux dire, si l'on ne se remet pas, si on ne repense pas constamment en se disant quelles études, dans quel milieu s'est-il trouvé, comment a-t-il réagi en telles circonstances. Je parlais, le général Weygand, il faut savoir que le général Weygand était très, très sensible à l'affaire des fiches, etc. Et que des choses s'expliquent à travers l'éducation, à travers la jeunesse, qu'on soit de droite ou de gauche, ça n'a pas d'importance. Tout ça s'explique à condition que l'on veuille bien fouiller les caractères, les cœurs, l'histoire de ceux qui dirigent. C'est tout. Ce qui est pas sûr, vous disiez, monsieur, qu'il ne faut pas juger. On n'est pas là pour juger. Il n'y a pas les bons et les mauvais. Et c'est très étrange. Il y a des hommes alors qui se passionnent et qui finissent par changer d'opinion au fur et à mesure qu'ils mettent du temps à écrire le livre. Ils changent d'opinion parce qu'ils commencent à comprendre. C'est passionnant, ça. Ils partent avec des idées reçues
ils arrivent, ils ont travaillé, C'est ils une se histoire sont de mis Taine. à comprendre. Heureusement. Ils se sont mis à comprendre, et alors ils jugent tout à fait différemment. Je viens de lire un livre sur Freinet, sur Henri Freinet, qui n'est pas manichéen, un livre qui n'est pas manichéen. Et celui qu'il a écrit, on le voit bien, il a évolué, il a énormément travaillé, il a évolué. Et il a évolué, il a compris, il entre dans son personnage. Le problème de la sympathie est essentiel. Si vous écrivez un livre en antipathie, vous faites un pamphlet. Vous n'écrivez pas un livre. Oui, Jacques vous avez Dupaquier. soulevé une question tout à fait importante. Quelle valeur on va enseigner justement à ces nouveaux Français? Autour de quoi les rassembler? La réponse me semble tout à fait claire. On ne veut plus parler de nation. On essaie de les rassembler au nom des droits de l'homme. Et alors on tombe en plein dans l'équivoque, c'est-à-dire ça nous ramène toujours à la Révolution française. La Révolution française qui comprend effectivement les droits de l'homme en 89 et la terreur en 93. Mais pas les droits de la femme. Mais pas les droits de la femme. Oui, mais non, attendez, c'était les droits de l'homme homo et pas non, vie. mais à l'époque, la femme... La femme est Et même alors, je vais mise, vous raconter une complètement. histoire, c'est quand en 1980-82, après la mort d'Albert Soboul, il a fallu trouver un maître d'œuvre pour orchestrer la commémoration de la Révolution française. François Mitterrand a fait venir François Furet, qui m'a raconté personnellement l'histoire, et il lui a demandé s'il voulait bien prendre la suite et donc donner la coloration des cérémonies commémoratives de la Révolution. Et François Furet lui a dit: Monsieur le Président, après 89, rien n'est plus commémorable. Et là-dessus, il n'a pas été chargé de mission. Il est sorti, mais il n'est pas sorti de cette énorme contradiction de 89-93. Nous ne pouvons plus admettre que la Révolution est un bloc, mais il y a des enchaînements qui nous mènent de la proclamation des droits de l'homme de 89 à la terreur de 93. J'espère qu'on pourra en parler un peu plus longuement dans la deuxième partie de l'émission. Cher ami, cher Jacques Dupaquier, Oui, oui. vous saviez très bien que la télévision avait fait le procès de Louis XVI. Et puis les téléspectateurs votaient. Louis XVI a été acquitté. Alors il n'y a jamais eu le procès de Marie-Antoinette et jamais le procès de Robespierre, car on devait faire le procès de Louis XVI et être acquitté. Le procès de Marie-Antoinette, le procès de Robespierre, on l'a pas fait. Et nous avons eu à l'Académie des sciences morales et politiques, mon cher ami, Monsieur Jeannet, qui avait été chargé de s'occuper de ce programme de la mise en ordre de la Révolution. Et c'était le bâtonnier Brunois qui était président à cette année-là. C'était en 89 et j'étais vice-président. Donc, et à ce moment-là, pratiquement, vous savez qu'il y a, après les communications, il y a des questions. Vous savez ça. Personne n'a posé de questions, ce qui a mis Brunois et moi-même dans le plus grand embarras. Et quand même, nous avons posé des questions et je demandé à M. Jeannet, mais pourquoi ne célèbre-t-on pas 90, 91, 92, 93 ? Car la vérité, c'est que ça s'est arrêté à 89. Il n'y a pas eu de célébration en 90 ni en 92. Et à ce moment-là, on a vu surgir quelque chose. On a vu surgir la guerre de Vendée parce qu'il y avait eu la commémoration de la Révolution. Et les événements de la guerre de Vendée sont montés à la surface et on a su un certain nombre de choses sur la guerre de Vendée et les massacres et les horreurs qui s'étaient passés parce que nous l'avions, c'est parce qu'il y a eu la célébration de la Révolution. C'est sûr. Excusez-moi, mais je crains que M. Jeannet n'ait contribué lui-même à entretenir la confusion. Oui. Et en tout cas, on a célébré Valmy en 1789. Oui, mais Valmy. Ça a été une histoire d'autant plus incroyable que vous le savez, probablement, il n'y a pas eu de bataille de Valmy, qu'il y a eu effectivement une canonnade, qu'au soir de la canonnade, l'armée française a abandonné une partie de ses positions qui ont été occupées par les Autrichiens et par les Prussiens. Et j'ai retrouvé une lettre d'un émigré qui a couché dans le moulin de Valmy le lendemain de la fameuse bataille, qui écrit: je vous écris du haut d'un moulin d'où je vois l'armée française qui a abandonné ses positions et qui est à un quart de lieue, et l'armée prussienne qui est là tout près. Or, cette pseudo-bataille de Valmy, on contribue, vous savez, à... Oui, mais ça n'a pas été remis en cause par les Prussiens ni par les Autrichiens.
Ont-ils admis ou non? Je ne peux pas rentrer dans le détail pour pas vous faire un cours d'histoire, mais il y a les lettres qui suivent. Et dans les lettres de Gaston de Lévis qui suivent, dans les jours d'après, il dit on est dans une position indécise, des pourparlers se sont engagés, la bataille va s'engager, il écrit ça 3 jours après Valmy, et ce jour-là nous jouerons l'Europe. Et de même, le fameux mot de Goethe n'est pas du tout, vous le savez, du soir de la bataille de Valmy, mais bien postérieur. Et Lévis est tout à fait stupéfait de voir qu'on bat en retraite. Et nous le savons maintenant, les pourparlers s'étaient engagés le jour même de la fameuse canonnade entre les émissaires de Dumouriez et les émissaires du duc de Brunswick, et aucun historien, pour le moment, n'a été capable de faire la lumière là-dessus, de savoir ce qui avait été décidé. Tout ce qu'on sait, c'est que le diamant, le régent, qui avait disparu du garde-meuble quelques jours auparavant, a été retrouvé, après sa mort, dans les biens du duc de Brunswick. Messieurs, si vous avez besoin d'une bataille pour célébrer une victoire, c'est que vraiment vous êtes incorrect. Pause technique.